Alors, on a l'habitude d'inviter des orateurs qui ne sont pas médecins, qui sont d'autres disciplines. Et comparer aujourd'hui la chirurgie à la gastronomie, ça pourrait paraître assez surprenant. La première relève de la science, de la médecine, la seconde de l'art culinaire et du service. Mais finalement, ces deux disciplines comportent beaucoup de points communs, on va le voir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le chef doublement étoilé Ronan Kervarec, installé à la maison Kervarec à Saint-Grégoire, donc à 2 pas du CHP Saint-Grégoire. Je vous rassure, c'est pas ma cantine du midi tout de même. J'ai beaucoup de plaisir à y aller, mais pas tous les midis. Donc cette conférence va se dérouler sous le format d'un entretien, comme on a pu le faire avec d'autres invités d'honneur. Donc merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre carrière, de votre gastronomie et de nous ouvrir les portes de votre cuisine. Merci à vous de me faire venir ici et puis je découvre votre monde et puis je vais essayer de vous faire découvrir mon monde où il y a quand même beaucoup de similitudes. Oui. Alors, voilà, si on veut comparer les deux, moi j'ai choisi de faire de la chirurgie parce que, étant jeune, j'avais vu à la télé voilà, une émission sur un chirurgien. Ça m'avait donné très envie de faire cette profession-là. Dans notre milieu médical, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais il y avait souvent des histoires familiales. On était médecin de père en fils. Pour vous, qu'est-ce qui a décidé ce choix? Est-ce qu'il y a une notion, là aussi, familiale? Oui, il y a une option familiale puisque mes parents étaient aubergistes. Ils avaient un hôtel-restaurant à Hennebont. Et je n'étais pas forcément plus emballé que ça pour faire de la cuisine. Je passais beaucoup de temps en cuisine avec mon père puisque c'était des époques où ça travaillait énormément. Donc on était en pension avec mon frère et ma sœur puisque pas le temps. Donc on rentrait les vendredis soirs. Et pour voir mon papa, j'allais en cuisine pour pouvoir profiter des quelques heures avec lui avant de reprendre le car pour repartir en pension le dimanche soir. Et à l'école, c'était pas top parce que pour des problèmes de différents 10. Et c'est des périodes dans les années 70 où le corps scolaire connaissait pas trop cette maladie et personne n'était formé. Dans la médecine, c'était pas encore développé comme ça l'est aujourd'hui. Donc tout de suite, vous êtes catalogué comme un cancre. Mais ça reste toujours difficile, hein, même encore aujourd'hui. Oui, pourtant, ça s'est quand même beaucoup développé, mais j'étais pas fait pour le monde scolaire classique. Je rentrais pas dans les cases. Donc ça a été très compliqué, douloureux psychologiquement parce que vous êtes rabaissé constamment. Et mon père me dit à un moment donné, écoute, on va te mettre au lycée hôtelier, puis on verra. Et là, le déclencheur s'est fait là. Et là, tout d'un coup, ça fonctionnait. Je travaillais bien, j'avais des bonnes notes, on me félicitait. Donc automatiquement, à force de dire que c'est bien, je me suis dit... Bien sûr, c'est stimulant. Oui. C'est stimulant. Et puis je me suis dit, en fait, non, ouais, t'es quelqu'un de bien quand même, quoi. Enfin, de normal. Je sais pas ce que ça veut dire la normalité, mais bon. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. En effet, la valorisation dans les études, c'est un point important. Et en France, c'est pas toujours le cas. On a plutôt tendance à appuyer là où ça fait mal plutôt que d'être positif. Et oui, je comprends cette valorisation qui, du coup, stimule et amène à se décider vers c'est primordial. La chirurgie appartient au monde médical. C'est une formation qui est longue, grosso modo 12-14 ans de formation. Qu'est-ce qu'il en est pour votre formation?
Ben, pour notre métier, c'est pareil. Que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la confiserie, la chocolaterie, la charcuterie, c'est beaucoup d'années de travail parce que c'est très touchy, c'est très technique sur certains points pour réaliser quelque chose de parfait. Donc ça demande beaucoup de formation. On commence, voilà, on a l'apprentissage, on est commis. Avant, il y avait le premier commis, enfin troisième commis, deuxième commis, premier commis, demi-chef de partie, chef de partie, second chef de cuisine, chef exécutif, et tout ça, ce que je dis à mes jeunes aujourd'hui, je dis n'essayez pas d'aller trop vite parce que vous n'allez pas apprendre les fondamentaux, et si on ne les a pas, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, pour nous, la formation, j'ai envie de dire, oui, c'est entre vers 8 ans, on commence à être un bon cuisinier. On commence à connaître les bases et les fondamentaux. Donc, il faut entre 8 et 10 ans pour vraiment se dire je sais faire quelque chose, et là, on peut aller sur de la créa. Donc, c'était effectivement très long. Oui. Dans notre formation, on a beaucoup de compagnonnage. Et souvent, un chirurgien garde en mémoire un mentor, un maître qui l'a marqué, qui l'a influencé. Est-ce que c'est le cas aussi en cuisine? Oui, quand vous parlez de compagnonnage, moi je suis compagnon des devoirs du Tour de France. Donc c'est exactement comme ça peut l'être chez vous, parce que des mentors, on en croise, et des gens exceptionnels. Et c'est surtout dans tous les métiers qu'on peut avoir ça dans le compagnonnage. Donc on discute avec un bijoutier, un serrurier, un plaquiste, un couvreur, et donc on apprend énormément. Et moi, le mentor, de toute façon, le premier, ça a été mon papa, quoi qu'il arrive, parce qu'il m'a vraiment quasiment tout appris. Et après, j'ai une deuxième personne qui est aujourd'hui le directeur artistique de chez Le Nôtre, qui est 2 fois meilleur ouvrier de France, ce qui est très rare, Guy Krenzer, où là, c'est le savoir. Là, c'est une vraie transmission de savoir, mais pas forcément dans le travail, mais dans le côté intellectuel. Et ça, c'est aussi très important. En chirurgie, on a des grands noms qui ont marqué l'évolution de la chirurgie, notre profession. Ambroise Paré, qui est le père de la chirurgie moderne, Alexis Carrel, la précision chirurgicale. Est-ce que ressortent aussi en cuisine, en gastronomie, des grands noms auxquels tout le monde fait référence? En pâtisserie, c'est Marie-Antoine, j'ai oublié le prénom, ça reviendra tout à l'heure. En cuisine, c'est Auguste Escoffier, qui, son nom, il était appelé le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers. En fait, c'est lui qui a modernisé la façon de travailler. C'est lui qui a créé la brigade. Donc, je vous parlais tout à l'heure entre l'apprenti, le commis, le demi-chef de partie, ainsi de suite. Il a hiérarchisé notre métier, et il l'a créé, donc cette brigade, avec les différents postes, que ça soit donc le garde-manger où on prépare toutes les entrées et les amuse-bouches, le poste de l'entremétier, donc c'est toutes les garnitures, le poste des cuissons, le rôtisseur, le saucier, où là c'était des spécialités. La personne qui, comme vous dans votre profession, qui faisait les sauces, c'était le spécialiste, c'était un des postes le plus important avec le rôtisseur. Il ne faisait que ça. Et aujourd'hui, dans nos brigades, effectivement, on a la même chose. Moi, chez moi, j'ai des personnes qui sont dédiées qu'au garde-manger, d'autres personnes qui sont dédiées qu'aux amuse-bouches, une autre personne qui va être dédiée qu'aux légumes, d'autres à la cuisson, à la sauce. En pâtisserie, c'est exactement pareil. Donc, Auguste Escoffier a vraiment apporté, a créé la cuisine moderne, et il a fait voyager
cette gastronomie qu'il avait créée à l'international, et il a écrit un livre qui est notre Bible, en tout cas, qui est très complexe à lire parce que c'est une recette qui ramène à une recette, qui reporte à une autre recette, mais il y a tous les classiques dedans, et les sujets aujourd'hui encore des meilleurs ouvriers de France sont choisis sur des recettes et des thèmes d'Auguste Escoffier. Il a créé un nombre inconsidérable de recettes, et c'est un peu notre livre de chevet, et c'est quelque chose, alors c'est pas marrant du tout à lire, mais pas du tout. Mais par contre, on apprend vraiment tous les fondamentaux, toutes les bases, tous les termes culinaires. Et après, là, on peut commencer à cuisiner. Et Marie-Antoine Carême a fait la même chose sur la pâtisserie. Donc, ils ont fait évoluer notre métier, mais dans le mieux travailler, de mieux faire les choses, d'être mieux concentré à une tâche plutôt que d'essayer de tout faire. Et quand on fait de tout, des fois on fait rien, quoi. En effet. Donc, j'ai compris qu'il y avait plusieurs statuts en cuisine, plusieurs grades. Alors, on pourrait peut-être les renommer et donner le rôle de chacun, mais est-ce qu'on est obligé nécessairement de passer par toutes ces étapes ou Sauf si on est un génie, c'est pas obligatoire. Mais j'en ai pas croisé. Mais on peut brûler certaines étapes si on est vraiment... Par exemple, les jeunes aujourd'hui, j'avais une discussion avec un ami tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui, dans notre profession, sont meilleurs que nous à 20 ans. C'est assez incroyable. Ils avancent très très vite, ils ont de la culture, et en fait la hiérarchisation de notre métier, c'est de la transmission, donc c'est pyramidal. Le point central qui est tout en haut, son devoir, c'est de transmettre à son chef, qui lui va transmettre à son second, qui son second va transmettre à ses chefs de parti, que le chef de parti va transmettre à son demi-chef de parti, et ainsi de suite. C'est en cascade, et parce que ça reste un devoir de transmission, et si on ne donne pas notre savoir, on ne peut pas avancer, et il n'y a rien qui va se passer. Donc oui, la transmission, c'est une obligation. Je pense comme vous, quand vous avez des assistants qui sont à côté de vous, où ils vous voient travailler, vous les expliquez, je pense que c'est un peu le même sujet. Oui, j'ai fait mon discours d'introduction sur la transmission ce matin, donc voilà, deux professions qui se rejoignent sur cette notion importante. Quand j'étais interne, j'avais un patron qui nous imposait de lire, d'étudier les dossiers plutôt que d'aller au bloc opératoire. Parce qu'il nous disait, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui pose la bonne indication. Et il nous disait, un singe serait capable d'opérer. Alors, il n'avait pas forcément totalement tort, mais je pense que la mémoire gestuelle est importante. Dans votre profession, qui demande aussi de la précision, de la minutie, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, ou bien, quoi qu'il en soit, le plus important, ça reste la mentalisation de la recette? Non, c'est d'abord le geste. Et c'est que le geste, c'est la précision du geste. C'est son outil, son couteau doit être une lame de rasoir, parce que ça permet d'être hyper précis quand on tranche. Et à force de faire, de refaire, de faire, de refaire, de faire, de refaire, quoi qu'il arrive, dans votre métier, c'est pareil. La musique, c'est la même chose. Quand on regarde un guitariste qui regarde plus ses doigts et ni les cordes pour jouer, ils ont tellement joué, ils ont tellement travaillé l'instrument. Nous, on a tellement travaillé le couteau, on a tellement travaillé ce gestuel qui est constamment,
qui est constant. Et tous les jours, on le fait. Si on ne l'acquiert pas, on fait vraiment n'importe quoi. Parce qu'il n'y aura jamais rien de précis. Donc c'est une obligation. Et la lecture, c'est aussi une obligation parce qu'on se cultive de l'histoire de notre métier. Et il faut savoir d'où on vient pour aller quelque part. Sinon, on ne peut pas parler d'une profession si on n'a pas la culture. Et qui malheureusement aujourd'hui, moi mes jeunes, je les force à acheter des livres de cuisine, des livres d'histoire, pas forcément des recettes, parce que j'ai envie de dire à un moment donné, c'est pas très intéressant une recette. Mais des livres d'histoire pour comprendre pourquoi tel ingrédient a été mélangé avec tel ingrédient, pourquoi telle technique on l'a utilisée sur la réaction de Maillard, sur des températures qui doivent être ni trop hautes ni trop basses. Et donc c'est de lire. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans un milieu compliqué, mais ouais, c'est le geste, la culture, la lecture, c'est une obligation. Merci. Dans notre formation, alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais on avait des grands patrons qui étaient parfois très exigeants, parfois assez autoritaires, devaient à une certaine époque parfois être corvéables à merci. Et ces pratiques parfois pouvaient même être assimilées à un peu de domination, voire de maltraitance. Aujourd'hui, beaucoup depuis MeToo, ça évolue. L'apprentissage en cuisine semble aussi parfois autoritaire, parfois militaire. On parle de brigade d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment à ce sujet? Est-ce que ça évolue aussi? Oui, ça évolue. De toute façon, c'est une obligation. Donc oui, c'est militaire parce que c'est hiérarchisé, on n'a pas le choix. Il y a tellement d'informations sur les mises en place le matin pour faire une assiette. Des fois, il y a 10 produits. Les taillages doivent être faits d'une façon. Il y a une cuisson qui doit être d'une autre façon parce que le légume, admettons, on réagit mieux avec ce style de cuisson. Le poisson va mieux réagir avec un autre. Et donc, en fait, il y a tellement de produits pour travailler une seule assiette qu'il faut être ultra concentré, ultra sérieux. Et notre métier, avant, a été... c'était plus pénible de faire ce métier parce que c'était... les anciens étaient hyper durs. Et parce que eux avaient été élevés aussi dans cette dureté. Donc, il y a de ces transmissions qui se font. Mais c'était vraiment super dur, c'était violent. Beaucoup d'insultes. Des chefs aussi qui buvaient beaucoup. Donc il y a une génération de chefs qui a cassé le vivier d'apprentissage parce que les jeunes se sont dit à un moment donné, moi avoir des assiettes dans la figure, qu'on me jette des casseroles, qu'on m'insulte, qu'on me rabaisse, ils ont cassé un vivier et qui a eu beaucoup de mal à se reconstruire avec l'apprentissage, notamment. Et c'est là-dessus où ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne peut plus gérer comme ça. Et de toute façon, c'est pas productif, c'est contre-productif. Le bien-être au travail, c'est quelque chose d'hyper important, mais il ne faut pas non plus être dans l'excès, quoi. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour faire une partie de billard, quoi. C'est pas le but du jeu. Le but, c'est de bien faire comprendre, de manager calmement, de savoir aussi dire les choses
Quand c'est pas bien, il faut serrer la vis aussi, parce qu'il y a un moment donné, on peut pas être que c'est pas le pays des bisounours. Il faut savoir féliciter et il faut surtout accompagner. Donc aujourd'hui, on a un style de management où pendant les services, on n'a pas le temps de dire est-ce que tu peux, si tu as le temps, s'il te plaît, me passer tel ingrédient et je te remercie. Et il y a un moment, c'est pas possible. Parce que le client, il va pas attendre une demi-heure qu'on s'est tous félicités et gratifiés. Donc oui, c'est des ordres. C'est des ordres, il faut le dire d'une certaine façon. Et pour faire de toute façon du haut niveau, il faut être strict et il faut de la rigueur. Ça marche pas sinon. Nous aussi, on a des ordres. Au bloc, voilà, on demande un instrument, on ne demande pas le s'il te plaît, quand tu auras le temps, tu peux nous le donner. Voilà, on va peut-être pas passer 24 heures au bloc non plus. Non plus. Donc la hiérarchie est quand même très, très ancrée, avec ce terme de chef qui reste malgré l'évolution des mentalités. Dans les professions, ça évolue, mais il ne faut pas tout casser. Et comme c'est militaire, oui, il y a des galons. Et comme je dis souvent, c'est à la bataille qu'on va gagner ces galons. Et donc, c'est en faisant. Et après, en faisant faire, qui fait que, oui, il faut un chef, de toute façon. Donc nous, dans notre métier, ça a été dit comme ça depuis des centaines d'années. Ça continue. C'est pas pour se glorifier, et ça fait plaisir à notre ego, c'est comme ça. Alors, dans le management, quand même depuis le Covid, il y a eu des mutations sociétales avec des difficultés de recrutement, dans les horaires décalés. En ce qui nous concerne, le travail de nuit, le travail de week-end. Il a fallu qu'on modifie nos pratiques, qu'on fasse plus d'ambulatoire, donc de chirurgie à la journée, enfin d'hospitalisation à la journée. Est-ce que vous avez été confronté aussi à ces problèmes de recrutement de personnel, de personnes qui veulent plus finir tard le soir, pas travailler le week-end? Oui, on a tout ça. Et ça commence déjà par nous dans notre profession, mais j'ai l'impression dans beaucoup, ça nivelle vers le bas. Donc déjà, nous, il faut niveler vers le haut. Donc on a déjà cette difficulté-là, c'est de les amener à un niveau pour pouvoir faire des belles choses. Et puis je pense que dans la vie, nous, à notre niveau, on est des compétiteurs. Donc on aime ça. Donc déjà, les jeunes, il faut qu'on les monte vers le haut. La grosse problématique de notre métier, c'est la coupure. On arrive le matin, on change, on fait de la cuisine, on nettoie, on rentre chez soi, on revient sur son lieu de travail pour repartir entre 23h, 23h30. Donc là, ça devient un vrai souci, mais on est dans des modèles économiques où, dans nos maisons, nos petites maisons, on n'a pas les moyens d'avoir 2 brigades. Ce qui se passe dans les palaces où ils ont une pointeuse, ils font un shift par jour et il y a 2 équipes. Nous, on ne peut pas. Donc, en fait, ce qu'on essaye, ce que moi je fais et beaucoup de mes copains, quand on a 30 cuisiniers ou 40 cuisiniers, on peut pousser au maximum l'assiette. On peut se permettre d'aller dans des détails, que ce soit dans les produits, de la façon de le ciseler, j'ai envie de dire, le petit pois, ils vont le couper en 16. Nous, le petit pois, on n'a pas le temps de le couper en 16, on le laisse entier. Et en fait, c'est faire des cartes en fonction du nombre de personnes qu'on a dans la cuisine ou la pâtisserie, pour justement faire en sorte que les temps de travail rentrent dans des cases. Nous, si on ne travaille pas minimum 10 heures par jour, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas être prêt. On a notre pire ennemi qui est l'horloge, le temps
quoi qu'il arrive, à midi, on doit être prêt, à 19h, on doit être prêt. Mais par rapport à avant, où justement, je trouvais ça que c'était un métier un peu d'esclavagisme, parce que quand beaucoup de maisons, tu arrives à 8h et tu repars à minuit et tu n'as pas coupé du tout, et j'ai même des personnes où tu finis ta mise en place, tu remets ta planche et tu bosses jusqu'à 2h du matin. Enfin, moi, je suis un anti-ça, je trouve ça inadmissible. Ce que moi, je fais, et beaucoup de mes confrères, on étudie nos cartes pour que la pression soit moins forte, qu'il y ait plus de joie dans le travail, qu'on ait le temps aussi de raconter des histoires. On n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux pour bien travailler, et qu'il puisse couper au moins 2-3 heures l'après-midi, parce que il faut aussi une vie sociale à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de restaurants, dans les gastros en tout cas, sont ouverts que 4 jours, ou ne font 3 services du soir seulement et 2 coupures, 3 continues de 2 coupures, ferment le dimanche pour la famille. Donc oui, ça change, ça évolue, et le côté négatif, c'est qu'aujourd'hui, sortir un dimanche, vouloir faire des repas de famille, ça devient très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de restauration, notre métier n'est pas protégé. Donc si vous avez 2 francs 6 sous, vous pouvez ouvrir un restaurant et tout le monde a l'impression qu'on va super bien gagner sa vie, mais il faut être sûr de ce qu'on fait, parce que c'est vraiment pas le cas. On a du mal à trouver aujourd'hui des restaurants de qualité ouverts le dimanche. Et en même temps, ça préserve aussi une vie de famille comme tout le monde, où on peut aller chez mamie, chez papy, manger le poulet rôti du dimanche midi, et de passer un moment avec la famille ou avec les amis. Donc oui, il y a toute cette évolution qui est en train de se faire. Oui. Vous avez parlé de la préparation de la carte. Nous, en chirurgie, on planifie nos interventions chirurgicales parce que on essaye de passer le moins de temps possible sur une intervention. Donc parfois, on est un peu sous pression, on doit parfois réagir, changer notre fusil d'épaule. Vous aussi, vous avez ces contraintes-là de gestion du temps. Vous le disiez, à midi, il faut que ça soit prêt. Là aussi, c'est quelque chose qui s'acquiert, la gestion du temps. C'est pour ça qu'avec les années d'expérience, et donc d'être très rigoureux, il y a des choses qu'on peut cutter, qui vont pas se voir dans l'assiette. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas gagner, c'est le goût. Le goût, là, par contre, pour moi, le restaurant, c'est du goût avec du goût. Et c'est la première chose. Mais il y a des choses, oui, il y a des choses dans une assiette qu'on peut enlever, et ça se verra pas. Puis de toute façon, la clientèle ne connaît pas nos assiettes. S'assoit et puis découvre justement la façon dont elle est faite. Donc si on enlève quelque chose qui est un peu, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément nécessaire, superflu. Oui, on peut l'enlever. La plus grande des difficultés pour nous aujourd'hui, c'est l'arrivage des marchandises à gérer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devient très, très, très compliqué, surtout dans la pêche, où vous pouvez commander le soir vos produits, et le lendemain matin, le poissonnier vous dit « bah non, je ne l'ai pas reçu ». Donc là, oui, par contre, ça devient compliqué. Et avec les expériences, sur nos cartes, tout de suite, on enlève le produit. Et il faut avoir déjà une recette d'avance. Ou alors, le produit n'était pas de qualité, et ça, je le refuse aussi. Donc, je ne peux pas servir l'assiette, mais il faut avoir des recettes d'avance, parce que toutes les semaines, on doit faire de la créa sur deux plats, pour justement pallier à cette problématique.
Et donc on fait des essais, on goûte, on refait des essais, jusqu'à ce que j'estime que ça peut vous plaire. Et là, je le mets à la carte. Et si j'ai pas un produit comme hier sur les macros qui n'était pas de qualité, il était hors de question que je fasse ce plat si le produit n'est pas exceptionnel. J'avais déjà développé le plat sur ma tomate. J'ai mis la tomate à la place. Et donc là, tout de suite, on change sur les tablettes, les ordis. Et puis comme ça, le client, de toute façon, il ne savait pas qu'il y avait du macro. Oui, oui. Donc voilà. Comment se fait le choix des fournisseurs, Déjà, on a une obligation, je trouve, dans notre métier, c'est de travailler avec les petits producteurs. Parce que il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils transmettent demain. Sinon, s'il n'y a que de l'industriel, moi, j'arrête mon métier. Parce que la qualité n'est pas du tout la même. Et généralement, tout ce qui est petit producteur, on crée des liens d'amitié. C'est plus un fournisseur et moi, je ne suis pas l'acheteur. C'est vraiment une famille. On va dans les exploitations, on discute, on voit comment ils travaillent. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si l'exploitation est bien tenue, si c'est nickel, au cordeau, que les légumes sont vraiment, de belle qualité, dès qu'ils sont sortis de terre, on les goûte. Là, tout de suite, il y a les goûts qui sont là. Donc là, on peut commencer à imaginer. Le poisson, c'est pareil quand il arrive. Moi, je travaille avec des petits côtiers en direct, donc, et pas avec des poissons de chalut ou des hauturiers qui, malheureusement, raclent tout avec des filets et puis n'ont aucun respect sur le produit. Ils jettent les poissons n'importe comment. Donc, il y a la chair qui s'abîme, qui devient flasque, et ça se voit quand on reçoit. Alors que le petit côtier, lui, va faire des poissons qui sont brillants, et c'est paradoxal, mais un poisson frais ne sent pas le poisson. Quand on commence à sentir le poisson, c'est que là, ça commence à être un peu compliqué et il vaut mieux pas l'utiliser. Et tout est comme ça, en fait. Et on a des liens. Mon marchand de beurre, c'est pareil. Le beurre, il est jaune-orange parce que c'est la race, la Froment du Léon, qui est la race 100% bretonne, qui a du carotène, donc ça fixe la couleur. On va dans les exploitations, je discute avec lui, il explique, et donc tout ça fait que on a ce tissu de petits producteurs, et qui sont, on dit tout le temps des petits producteurs, mais c'est des très grands producteurs en fait. Et après, c'est comme ça qu'on les sélectionne. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça crée une famille, quoi. Il n'y a que de l'humain chez nous. Oui, oui. Et le choix d'une recette, parce que là, on a deux professions différentes. Nous, nos techniques chirurgicales, elles évoluent, mais pas de façon quotidienne. Le choix d'une recette, le choix d'un plat, ça naît d'abord de votre imagination et vous cherchez le produit, ou c'est le produit que vous voyez chez vos producteurs, qui vous amène à décider d'une recette? Le patron, c'est le produit, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le moment optimal. Là, j'ai arrêté les petits pois la semaine dernière parce qu'ils étaient plus bons. Ils étaient gros, il n'y avait plus la laitance, donc ce petit goût sucré, on partait sur de l'amertume. Donc je l'ai complètement stoppé, et là la tomate, elle est devenue juste exceptionnelle. Donc le travail de la tomate a été réalisé. Donc en fait, le patron, c'est le produit, et après, comment on fait une recette, c'est la machine là-haut qui vous dicte un petit peu, parce qu'on a la mémoire du goût, tellement on goûte, qu'on se dit, tiens, ça avec ça, pourquoi pas, et si on mettait un petit peu de ci, bon, ça, il y en a de trop, on va enlever ça, mais c'est du travail, c'est goûter, c'est recommencer. En fait, c'est infini, quoi, et on recommence constamment.
Alors, parler de goût, quand on découvre vos assiettes, on est parfois étonné, subjugué de pouvoir associer tel produit avec tel produit. Enfin, d'où vient cette imagination? Parce que euh, on parle des sommeliers qui ont un nez, et le nez il doit être travaillé. Si pendant 15 jours, voilà, le nez perd sa mémoire. Et vous, d'où vient toutes ces, tout ce goût de... On me pose la question et je sais pas y répondre. Honnêtement, j'ai aucune idée. C'est la machine qui travaille et je pense à un produit où là il faut que je développe parce que j'adore l'aubergine et là on arrive pareil dans une saison qui est fantastique. Ça va tourner jusqu'à ce que je me dise ah ouais tiens pourquoi pas ça avec ça. L'araignée où on est en pleine saison là c'est vraiment l'optimal. J'ai travaillé l'araignée mais je n'ai fait que de l'araignée. Bouillon, nature, sorbet, espuma. Mais comment c'est venu? C'est parti d'une seule idée, c'est de garder le goût du produit originel. C'est un produit qui est tellement fin que dès qu'on va venir mélanger des petites choses avec, on perd complètement le produit, on perd complètement son goût. Et donc c'est mon cerveau, en tout cas, il travaille comme ça parce que il n'y a rien de pire quand on ne tient pas sa promesse. C'est une sacrée machine, le cerveau. Et vous prenez de l'araignée, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, vous avez le goût, il connaît le goût de l'araignée, votre cerveau veut manger de l'araignée. Il connaît le goût, il veut de l'araignée. Et tout d'un coup, il n'y a pas le goût d'araignée. Et c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Et c'est souvent là qu'on dit, bon, ouais, c'était pas terrible. Même si le travail est bien réalisé. Hein. Mais gustativement, c'était pas terrible. Donc moi, je pars du principe, en tout cas dans le choix de comment je vais faire une recette, c'est d'abord la saisonnalité où le produit est optimal. C'est aussi là où il coûte le moins cher, parce qu'on a quand même une économie d'entreprise où il faut y faire attention, et de garder son goût. Maintenant, en gardant son goût, qu'est-ce que je vais mettre avec? Ça peut arriver à 3 heures du matin, boum, vous ouvrez les yeux, puis là, ah ouais, pourquoi pas ça avec ça? Le petit carnet où vous écrivez. Des fois, il y a des pages comme ça avec plein d'ingrédients, et puis tout d'un coup, vous finissez avec ça, parce qu'en fait, c'est ça qui est l'essentiel. Faire simple, c'est compliqué. Oui, et de partir de vous parler de la tomate, c'est vrai que faire une belle assiette de tomates, on peut se dire, bah oui, chez ma grand-mère, moi je mangeais de la salade de tomates en vinaigrette. Bon, ça faisait pas rêver. C'est très compliqué à d'aller travailler dans un restaurant étoilé et de se dire, je mange un plat de tomates ou de haricots verts. Bon. C'est des produits qui sont pas faciles à travailler. Mais la machine fonctionne. Alors, en préambule, je disais que notre métier était de la science, le vôtre plutôt de l'art culinaire. C'est vrai que vous parliez de goût. Voilà, l'assiette, c'est le goût, le goût, le goût. Vous parliez de la sauce hein, qui lie le plat, qui est l'exhausteur en fait hein, de goût. Pour réaliser une recette, ça demande beaucoup d'essais. Certaines fois, parce oui. Que finalement, ça s'apparente un peu à de la chimie. Et... Certaines fois, oui. Certaines fois, ça peut être un one-shot et ça fonctionne.
Et beaucoup plus de fois, sur le papier, c'est beau, mais quand on commence à le travailler, c'est vraiment le truc qu'on se dit, mais t'as réussi à penser quelque chose d'aussi pas bon que ça? Des fois, ça arrive, ouais, et souvent de fois. Et c'est là que justement on retravaille. Et c'est là que l'on enlève des produits ou que l'on rajoute un autre produit qui va venir sublimer le produit star de l'assiette, la tomate, l'araignée, la langoustine. Je pars de ce produit-là, j'ai écrit plein de choses, fait des dessins, c'est super beau, c'est chouette, on est content. T'arrives en cuisine, ouais les gars, fait un truc de dingue, allez hop, on fait la recette. Tout le monde se regarde en se disant, vous êtes sûr, chef, là? Et ben non, ça marche pas. Donc, on essaye, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. On enlève, on peut rajouter, on enlève, on rajoute, on change les textures, parce que ça aussi c'est important pour le cerveau, pour la mâche, c'est quelque chose de très très important. Donc, on essaye jusqu'à ce qu'on se dise, ouais, c'est quand même bon. Et quid de la cuisine moléculaire? Moi, je suis pas un fan. Ferran Adria a vraiment révolutionné. Là, pour le coup, c'est un vrai créateur. A vraiment révolutionné la cuisine mais modernisé, mais dans le futur, avec tout ce qui est moléculaire. Donc, mais c'est des algues, mais c'est reste quand même des algues qui sont transformées avec de l'alguin, du calcain. Il faut mélanger les deux. Il y a un jus de petits pois, ça tombe dans une saumure, ça fait des petites billes. C'est marrant, ça claque en bouche. Mais c'est plus de la chimie que de la cuisine. Et c'est plus de l'expérience que de manger. Alors c'est super intéressant parce que techniquement c'est fantastique. Et aujourd'hui, de toute façon, dans les cuisines, on a pris quelque chose que Ferran Adria a fait. C'est les espumas, c'est la petite bonbonne où on met des cartouches de gaz. Vous faites un beurre blanc et un beurre blanc, c'est lourd. Et tout d'un coup, dans l'espuma, ça devient quelque chose d'hyper aérien. Donc c'est génial. Il a fait tout ce genre de petits produits moléculaires. D'ailleurs, c'est des petites bouchées parce que un plat entier, ça passerait pas. Donc Ferran Adria, il y avait, je sais plus, je crois que c'était 34 plats en petites bouchées. Mais on arrive à saturation. Parce que, quoi qu'il arrive, l'humain a besoin de manger. Et manger, c'est une assiette. Après, les secondes choses qui sont arrivées, c'est la fermentation. Et la fermentation, elle est intéressante. Mais moi, au Canada, j'avais mangé dans un restaurant qui faisait de la fermentation, mais du début jusqu'à la fin. Et là, vous avez pareil. Vous avez le palais qui est ultra saturé. Et même il y a de l'acidité, et ça en devient pas bon, parce que le trop est trop. Donc il y a toutes ces évolutions qui sont extraordinaires pour notre métier, qui ont fait vraiment avancer les techniques de travail. Mais c'est toujours pareil, il faut piocher un petit peu là, un petit peu là. Et puis, en fait, dans les menus, ce qui est super important, c'est de donner de l'équilibre. Il ne faut pas que ça fasse le yo-yo, il faut vraiment que ça soit de l'équilibre, que le menu se déroule où il est linéaire, ou alors il commence et vers les fins de repas il commence à monter, et c'est là que le plaisir commence à arriver. Donc effectivement, de toute façon, l'évolution, la technique, ça ne peut être que bon, mais pas à outrance. On parle
d'excellence là. En ce qui nous concerne, nous, on cherche l'excellence pour nos patients, hein, la qualité, la sécurité. Souvent, ça amène de la reconnaissance qui titille un petit peu notre ego. Dans votre profession, on pense forcément au guide Michelin, aux étoiles. Est-ce que c'est quelque chose qui est subi, quelque chose qui est recherché? Il y a les deux, il peut y avoir les deux. Pour parler de ma maison aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'ai 2 étoiles Michelin. Les 2 autres maisons qui étaient avant, j'avais maintenu les 2 étoiles Michelin à la Chèvre d'Or. J'avais des moyens. Et c'est aussi des fois une question de moyens. Après, à Saint-Émilion, mon contrat, il fallait que je remette 2 étoiles Michelin, sinon j'étais le fusible. Coup de chance, c'est ce que j'ai fait en 6 mois, mais aussi avec des moyens humains. Des décos, il n'y avait pas de limite financière. Et pour répondre à votre question, pour subir et chercher, là, dans ma maison, dans notre maison, avec mon épouse, l'obligation, c'était d'avoir 2 étoiles. Parce que ça a été aussi le business plan que l'on a vendu à la banque. Et ils ont adhéré au projet sur les étoiles Michelin. Donc là, j'ai subi. Ce que je n'avais pas subi avant jamais, j'avais envie de dire, j'avais pas de pression. Mais là, dans notre maison, j'ai eu une pression, oui, pendant 3 ans, parce que bon, on l'a eu en 3 ans, donc ce qui est rapide aussi, avec nos petits moyens, là, pour le coup. Là, par contre, il y a eu une très, très grosse pression, et aujourd'hui, c'est de la maintenir. J'ai jamais subi, mais là, je me dis, comme il y a tellement de turnover dans notre profession, ce qui permet d'avoir les étoiles aussi, c'est quand une équipe ne bouge pas. C'est eux qui tiennent la maison aussi. Parce que le gestuel est là, la concentration, ils se connaissent. C'est comme le sport, un sport collectif, que ce soit le basket ou autre. Quand on se connaît, on n'a pas besoin de regarder, on pousse la balle et on sait que de toute façon, le joueur va être là, le collègue va être là. Et donc, c'est ce qui nous met aujourd'hui en danger dans nos maisons. Donc, c'est là que la pression commence à être un peu compliquée. C'est quand les équipes changent. Et surtout quand ils changent, mais beaucoup d'un coup. Donc, ouais, c'est compliqué. Ce qui nous concerne aussi, quand nos aides opératoires changent, bon, faut repartir à... Ouais, c'est fatigant de tout le temps reformer. Tout à fait. Alors, pour terminer, en chirurgie, il y a des atouts qui sont recommandés pour exercer ce métier. On parle souvent de la précision, de la concentration, du calme, de l'adaptabilité, de la réactivité. Je parlais ce matin aussi de l'empathie. Qu'est-ce que vous retenez pour la cuisine? C'est tous ces mots-là. Et la chose en plus, donc tous ces mots, ça correspond à 200% à notre métier. Et il y a une chose, et je pense que dans votre métier, c'est la même chose, il faut aimer les gens. Sinon, on ne peut pas faire notre métier. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire notre métier parce qu'on le fait, comme je dis souvent, on est des passeurs de plaisir. Et faire plaisir, c'est quand on aime. Voilà. Petite question bonus. Comment se déroule un repas du quotidien chez un chef? C'est forcément un plat élaboré ou ça peut être des pâtes ou une pizza? Alors, quand j'ai de la famille et des amis, c'est des petites choses, mais ça peut être
enfin le navarin, le gigot, un poisson au four, une poêlée d'aubergine. Quand on est seul, c'est un peu comme le cordonnier qui est mal chaussé. Moi, je ne me fais jamais à manger pour moi. Jamais. C'est pas possible. Cuisiner pour soi, j'en vois pas l'intérêt. Par contre, cuisiner pour les autres, c'est là que ça devient magique. Mais on fait des choses simples. Et cuisiner pour un chef, c'est difficile d'avoir des amis qui vous invitent Oui, tout le monde à dit dîner. tout le monde nous dit ça, mais en fait, moi, comme je leur dis souvent, je dis, écoute, si tu es champion du monde de la quiche, bah, tu fais une quiche. Il y a un moment, il faut pas se lancer. Il faut pas se lancer dans des trucs. Waouh, j'ai un chef qui vient à la maison. Faut que je fasse ci. Qu'est-ce qui va, ça va lui plaire? Non, je leur dis. T'es champion du monde de la quiche, bah tu fais de la quiche. Tu sais faire une blanquette de dingue, bah tu fais une blanquette. Tu sais rien faire, bah on mange un plateau de fromage. Enfin, je veux dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est. Puis on va chez les. Quand on est invité, c'est en pure amitié. On n'est pas là pour mettre des points. Mais non. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci d'avoir écouté, d'être là. Merci beaucoup. Deux, trois questions si vous le souhaitez. Si je n'ai pas suffisamment abordé de sujet. Oui, François Xavier. Merci. Vous voyez qu'on est dans un congrès de chirurgie, c'est-à-dire qu'on échange entre nous. On a un peu l'impression que la cuisine, c'est un petit peu chacun son art particulier. Est-ce que vous avez comme nous des moments d'échange ensemble sur la façon de faire, sur la façon de gérer la brigade, sur la façon de former les jeunes? Oui, il y a trois congrès par an avec les relais châteaux, les grandes tables du monde. Et après, entre nous, on se réunit, on s'appelle beaucoup, on communique parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais le copain, il sait le faire. Donc, on échange constamment et beaucoup d'entraide. En fait, on a une profession qui s'entraide énormément parce qu'il n'y a pas de concurrence, parce qu'on ne fait pas du tout tous la même chose, on n'a pas du tout la même cuisine. C'est pour ça que c'est tellement diversifié. Donc oui, on se regroupe, oui, on échange beaucoup. C'est une vraie question d'amitié, en fait. On est vraiment... je parle... C'est peut-être prétentieux. Non, c'est prétentieux. Surtout quand on a 2-3 étoiles Michelin, on va pousser les curseurs. Et c'est là qu'on a besoin des autres. On est tous respectueux des uns et des autres. Et donc, on s'appelle pour voilà, une recette, pour dire, bon, tu vas bien, pour dire, tiens, j'ai une personne à table, est-ce que c'est un inspecteur pour plein de choses. Donc, ouais, non, il y a beaucoup de fraternité chez nous, et oui, on se rassemble, oui. Et on échange, oui, beaucoup. Le vin, c'est beaucoup de producteurs qui nous sollicitent nos styles de maison avec ce niveau de savoir-faire, parce que ils sont honorés, leurs vins sont faits pour nos tables, et
on peut acheter des bouteilles à 8,50 €, ça vaut une bouteille à 300 €. Parce que le terroir est bien, parce que le vigneron, pareil, il a le respect de son terroir, il a le respect du produit, il va égrapper 1 sur 2 parce qu'il ne veut pas faire d'hectolitres, en tout cas pas trop d'hectolitres, il a une belle exposition, il travaille sans agresser son produit, et donc on a des super jolis vins, les producteurs nous démarchent. Et après, c'est le rôle du sommelier d'ouvrir des bouteilles. Moi, je lui fais goûter les plats. Je suis à toutes les dégustations, parce que c'est moi qui ai le carnet de chèques aussi, donc si le vin ne me plaît pas, je ne vais pas le faire rentrer. On déguste le plat, le vin, et il faut que il y ait une vraie longueur en bouche. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de bataille entre le vin et les mets. Il faut que ce soit des amis qui font un bout de chemin ensemble. Il ne faut pas de rapport de force, aucun intérêt. L'un ne doit pas être au-dessus de l'autre, c'est des amis, des compagnons qui voyagent dans le palais et qui, à un moment donné, disparaissent, mais la longueur en bouche. Et oui, beaucoup de travail sur l'accord mets et vins. C'est primordial, c'est une obligation. Pour votre plaisir. Et est-ce que d'un vin peut naître un plat? Ah oui, complètement. Oui. J'adore cet exercice. C'est le sommelier vient me voir et me dit chef, voilà, avec tel vin, il me faudrait un plat. Ah, j'adore ça. Parce que ça fait mouliner. Là, ça fait vraiment travailler. C'est super excitant. Et j'avais fait ça à Saint-Émilion, parce que j'ai une cuisine de la mer. Moi, j'ai une cuisine qui est très iodée. À Saint-Émilion, dans un terroir bordelais, avec du Saint-Émilion qui a quand même du corps, qui a du fruit, qui a du corps. Enfin, c'est des vins qui sont musclés. L'international qui vient, ou même nous, si on va à Saint-Émilion, on veut boire du Saint-Émilion. C'est une obligation. Et donc le sommelier est venu me voir en me disant, non, ta cuisine, c'est quand même un peu compliqué pour que je vende du Saint-Émilion. Est-ce que tu pourrais pas trouver quelque chose? Et là, j'ai sorti le homard sauce civet. Donc en fait, la sauce civet, donc c'est comme le lièvre mouillé au vin rouge. Et en fait, civet, c'est parce que je liais la sauce avec le corail du homard. Donc là, ça apportait de la puissance du goût du homard et j'avais la puissance du vin. Et l'équilibre matchait super bien. Il était heureux et là, il pouvait vendre du Saint-Émilion. Donc oui, ça... Et c'est super marrant de faire ça. Oui. Il faudrait essayer de parler un petit peu plus fort. Ah, quand il est capable de s'autogérer, quand on voit qu'il a tout compris sur la mise en place des postes, la gestion de ses produits, l'hygiène, la façon dont il travaille, le respect qu'il peut avoir pour la hiérarchie et pour ses collègues de travail. Et quand on voit que c'est hyper fluide, et quand je demande une question un peu technique ou une façon, oui, une technique de travail, et là tout d'un coup, il y a la réaction et il n'y a pas le doute ou la peur. Et là, oui, là on sait qu'il peut monter et après, généralement, c'est parti, quoi. C'est la première étape et après, c'est vraiment parti. Et après, il faut les faire tourner dans sa brigade. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient capables de tout faire. Quand ils partent de chez moi, en tout cas, il faut qu'ils soient capables de tout faire. C'est pour ça que quand ils mettent leur CV, ou mes copains, ils m'appellent, en règle générale, ils les prennent, quoi.
Parce qu'on on transmet, on fait que ça, du matin au soir, toute l'année, quoi. Et c'est combien de temps pour faire un tour de brigade avec Pour moi, tous les jours. Mais Ah, bah, les jeunes qui arrivent chez nous aujourd'hui, si on arrive à 2 ans, c'est 2 ans, ils ont l'impression qu'ils ont fait le tour de tout, ce qui est faux. Mais quand on a l'impression qu'on connaît tout, on ne peut pas aller plus loin et leur dire. Donc quand on arrive à garder 2-3 ans, déjà on est champion du monde. Mais c'est normal, il y a plein d'univers culinaires. Il y a Olivier Nasty, un copain qui est à Kaysersberg en Alsace, c'est le spécialiste du gibier. Donc automatiquement, pour un jeune qui veut apprendre le gibier, il va aller chez lui. Si quelqu'un veut aller dans le sud, Gérard Paceda, le Petit Nice, il travaille tous les produits de la mer de Méditerranée. Donc tu vas te former sur les poissons. Ici, s'ils veulent de l'iode et des algues, ils vont venir chez moi. Donc en fait, ou chez Hugo Rollinger. S'ils veulent faire un terre et mer, ils vont aller chez Olivier Belin, à l'Auberge des Glaziques, qui a aussi 2 étoiles. Donc en fait, ça leur permet de connaître différents thèmes et ils ont une culture qui est quand même beaucoup plus large. Un chef qui... Oui, on peut le travailler sur la mémoire, mais on ne pourra pas se rendre compte de la réalité, c'est impossible. Alors à ce moment-là, il faut travailler... moi, je travaille dans le partage, donc avec mon second, avec les chefs de parti, chacun met son grain de sel, parce que il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une seule, et comme je dis tout le temps, c'est la meilleure idée qui prime. Si elle vient pas de moi, ça me gêne pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais perdre le goût, je pense que c'est impossible. Votre second ou votre sommelier ou votre directeur de salle ou votre femme peut dire c'est génial, mais moi je ne l'ai pas validé, donc je ne sais pas si c'est vraiment génial. Même si en démocratie, si on a 4 qui sont contents et un mécontent, c'est plutôt celui qui est mécontent que j'ai envie qu'il soit heureux, quoi. Donc je pense que ça doit être dur. Les deux cas de figure. Il y en a qui reviennent parce qu'ils se disent « Ah, chez Kervarek, on n'était pas si mal que ça », et d'autres qui s'installent ou qui veulent partir à l'international. Donc, en fait, il y a tous les cas de figure. Oh, il est de 1%. Oui. Et quand il suffit que la chef de rang en salle est mignonne et qui tombe amoureux, ils repartent. Et on fait agence matrimoniale aussi. On sera aussi bon parce qu'on sait cuisiner, parce qu'on a des bases solides. On sera aussi bon. La seule différence, c'est que il va falloir s'adapter au terroir. Moi, je suis de l'école de l'océan, de l'iode. J'adore ça.
parce que j'ai cette culture. Et quand j'étais à Saint-Émilion, il a fallu que j'apprenne les produits du terroir. Et là, c'est vraiment le produit de la terre. Donc, le pigeon, l'agneau, les champignons, la lamproie, des choses que je sais travailler. Mais je n'ai pas d'affinité avec tout ça. Donc là, il a fallu que je travaille très très dur. Ça s'est très bien passé, mais c'est pas mon identité. Et en fait, on est bon quand on a son identité culinaire. C'est là qu'on est vraiment bon, parce que c'est là qu'on arrive à aboutir des plats. Parce qu'on est dans notre élément, comme le poisson qui est comme un poisson dans l'eau, qui s'il vient dans un champ, il va commencer à avoir des problèmes. Et à l'international, ou dans d'autres régions, comme à Paris, il y a des identités culinaires, mais ça n'est pas aussi puissant que chez nous en province. Parce que c'est une cuisine du monde, c'est une cuisine où il touche de l'international. Donc l'international ne vient pas forcément chercher un univers iodé, un univers de viande, un univers végétal. Il vient à Paris, ce qu'ils veulent, c'est le tourisme, c'est de bien manger. De bien manger, de passer un très beau moment, sans aller chercher une culture. Quand ils viennent chez nous, et en l'occurrence en Bretagne, où on est entouré par notre bel océan, ils vont vouloir manger les produits de la mer. Ils vont vouloir être dans l'iode, ils vont vouloir être dans la mer, ils vont vouloir manger tous ces produits-là, qui à Paris n'est pas une obligation. Il peut y avoir des cultures, comme j'ai un très bon ami, Christian Lesquer, qui, au Georges V, fait une signature iodée, mais parce que c'est un breton. Mais ça n'est pas pour le touriste. Pour lui, c'est pas un univers iodé, c'est parce qu'il a 3 étoiles et parce que c'est excellent. Vous voyez, c'est pas. Nous, on a vraiment dans nos provinces, il faut vraiment qu'on soit collé à notre terroir et à celui qu'on connaît le mieux. Et c'est là qu'on aboutit. Nos plats, en fait, c'est là qu'ils deviennent. C'est là qu'ils aboutissent. Et c'est là qu'on crée beaucoup plus de plaisir qu'un plat qui est un peu branque-ballant, quoi. Les deux. Les deux. Et ce qui est... On avait un achalandage qui était exceptionnel. Commandé à 10h, le poisson était pêché. Le lendemain matin, je le lavais. Et j'avais créé, c'est là que justement j'avais créé un menu souvenir, parce que moi, je ne travaille qu'avec le souvenir, tellement il y a une grande force avec mon papa, qui était un très grand saucier, qui a été maître saucier au Georges V, qui, pour moi, ce qui fait un plat, c'est la sauce. Aujourd'hui, je regrette que dans beaucoup de restaurants, il n'y a pas trop de sauce, parce que apprendre à faire des sauces, c'est pareil, c'est la base, mais aujourd'hui, ils apprennent plus à faire des sauces. Donc, je trouve qu'on s'ennuie quand il n'y a pas de sauce. Et j'ai oublié la question. Pourquoi je dis ça ? C'était le poisson qui venait de... Ah oui, le poisson. Et donc, j'avais fait un menu souvenir, produits de la mer, et j'avais fait un menu terroir, que les produits de la terre, de la région du Bordelais. Donc j'avais effectivement les poissons qui pouvaient venir d'Andaille, des Landes, de Bretagne, de Vendée. Et autrement, je n'avais que les produits qui venaient tout autour de Saint-Émilion, les asperges des Landes, le foie gras pareil, avec un monsieur exceptionnel. Et donc on s'adapte, il faut s'adapter au terroir. Et les deux
ce qui était bizarre, c'est que c'était le menu de la mer qui fonctionnait le plus dans le terroir de Saint-Émilion. Parce que c'est des produits qui sont peut-être plus compliqués à travailler et qu'on mange le moins que d'autres produits. Ça vient peut-être de là. Est-ce que l'identité culinaire évolue avec l'âge? Complètement, il est la maturité, l'expérience. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait... j'ai commencé, j'ai des plats qui ont abouti avec l'expérience, avec la maturité, où j'ai mis des années à trouver c'est ça qu'il fallait faire. Mais des années et des années. Et ce plat, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois, je l'ai retourné dans tous les sens. Et puis, la maturité a fait que, avec l'expérience, le mélange des deux a fait que c'est allé jusqu'au bout. En fait, avancer dans l'âge, je trouve que vieillir, c'est pas terrible. Il n'y a qu'une seule chose qui est géniale, c'est que ça apporte l'expérience et on peut faire des choses, on peut aller plus loin, en fait. Parce que la pensée, elle est plus calme, elle est raisonnée et bah, il y a toute la culture qui vient avec, quoi. Mais il n'y a pas des âges avec les produits? Non, non. Non, parce qu'en fait, le produit avec les producteurs, ce qui évolue aujourd'hui, mais moi, ça me fait rire tout ça, parce que on parle du bio, comme si on avait inventé, au 21e siècle le bio. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents faisaient déjà du bio. Donc, le produit, ce qui a évolué, admettons, c'est les produits de la mer, c'est les algues. Les algues, c'est quelque chose qu'on voyait quasiment pas en cuisine. C'est ceux qui ont fait les algues, qui travaillent les algues, c'est l'industrie de cosmétiques qui, eux, l'utilisent énormément. Et aujourd'hui, bah, ça arrive dans nos assiettes. Moi, j'ai un cueilleur d'algues naturelles. Ce ne sont pas des algues d'élevage, qui est au Croisic, qui s'appelle les Jardins de la Mer. Et il y a une saisonnalité. On commande et c'est quelque chose qu'on voyait pas. Par contre, avant, ce genre de produit, effectivement, il y en a sûrement d'autres, mais là, j'en ai pas en tête parce que je connais plus le milieu aquatique. Oui. Moi, j'adorerais si c'était le cas. Ouais, j'adorerais ça. C'est quelque chose de très touchy et de très, je sais pas, si c'est rare. Mais ce serait exceptionnel parce que ça permet de transmettre un outil qu'on a performé, d'aider un jeune à s'installer, où on est dans un monde qui est quand même super compliqué, et puis les banquiers sont quand même très fragiles, alors que s'il est accompagné par quelqu'un où le banquier, là, il y a une vraie relation humaine, c'est beaucoup plus facile pour le jeune de pouvoir avoir son entreprise, et la notoriété est déjà là. Donc l'idée, moi j'adorerais que ça soit comme ça, et petit à petit, le chef s'efface. Et le nouveau chef se met en avant. Et donc, il y a des passages comme ça de maisons où ça se passe super bien, comme dans les... voilà, c'est une vieille famille, mais la famille Trois Gros, où César, c'est la 4e génération, je crois. Arnaud Lallemand, ça va faire la même chose avec son fils.
Laurent Petit au Clos d'Essence, pour vous donner un exemple, Laurent Petit au Clos d'Essence, au-dessus d'Annecy, il avait 3 étoiles Michelin. Et c'est son directeur de salle et son second où il leur a vendu la maison. Donc il les a accompagnés, il a été très très intelligent. Ils ont gardé leurs 3 étoiles d'ailleurs. Donc ça n'a pas fait de mal à la maison. Et ces 2 jeunes-là, qui formaient un binôme déjà qui marchait super bien, se sont complètement épanouis dans cette maison. Laurent a fait un beau travail avec le Michelin. Le Michelin a joué le jeu. Ils ont gardé leurs 3 étoiles et ils ont pu s'installer. Donc ça, ouais, j'adorais. Ça doit être, c'est magique, quoi. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été Et au plaisir un grand de plaisir. Se revoir à la maison Kervarek. Hein. Bientôt.